Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs. C'est avec un réel plaisir que j'ouvre ce jour la 13e session de la conférence des gouverneurs de province ici à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Je tiens avant toute chose à saluer chaleureusement la population de Bandundu-Ville et à travers elle l'ensemble du peuple du Kwilu ainsi que les autorités provinciales et locales pour la qualité de l'accueil qui nous était réservé. Dans cette hospitalité légendaire et exemplaire s'exprime avec force et simplicité l'attachement de nos concitoyens à l'unité nationale, à la paix et à la solidarité entre les provinces de la République. La tenue de cette session a une double exigence, constitutionnelle et politique. Constitutionnelle parce que notre architecture institutionnelle, notamment l'article 200 de la Constitution, ainsi que les articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, consacre la conférence des gouverneurs comme un cadre régulier de concertation entre le pouvoir central et les exécutifs provinciaux. Politique parce qu'à l'heure où notre pays doit produire davantage, mieux nourrir sa population, créer des emplois et renforcer sa cohésion nationale, la gouvernance territoriale ne peut plus être regardée comme une question périphérique. Elle est désormais au cœur même de notre ambition nationale. Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le thème retenu pour nos travaux, transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral, développement rural et connexion aux marchés urbains, engage directement l'avenir économique, social et stratégique de la République démocratique du Congo. Il touche à des enjeux fondamentaux, à savoir la sécurité alimentaire de notre peuple, l'emploi des jeunes, la réduction de la pauvreté, le rééquilibrage entre les villes et les campagnes et au bout du compte, l'affirmation même de notre souveraineté. Dans le contexte international actuel, marqué par des tensions géopolitiques, la hausse du coût de la vie, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les effets du changement climatique et la compétition croissante autour des ressources stratégiques, une évidence s'impose à nouveau: aucune nation ne peut durablement prétendre à la puissance si elle demeure dépendante pour se nourrir, si elle laisse dépérir ses campagnes ou si elle abandonne ses territoires ruraux. Partout dans le monde, la question agricole a cessé d'être un sujet sectoriel parmi d'autres. Elle est redevenue une question de puissance, de stabilité et de souveraineté. Pour l'Afrique, cette prise de conscience a été clairement réaffirmée par la déclaration de Kampala sur les systèmes agroalimentaires résilients et durables, adoptée par l'Union africaine en janvier 2025 dans le cadre du nouveau cycle du Programme agricole africain global, CAADP, 2026-2035, entré en vigueur le 1er janvier 2026. Pour la République démocratique du Congo, cette réalité revêt une importance, une portée encore plus décisive.
Notre pays dispose de terres immenses, d'un potentiel halieutique considérable, d'une richesse hydrique exceptionnelle et d'une jeunesse capable de porter une véritable renaissance productive. Et pourtant, nous continuons de faire face à un paradoxe que nous ne pouvons plus accepter, celui d'un pays abondamment doté par la nature, mais encore insuffisamment organisé pour transformer cette abondance en prospérité partagée. Car, malgré ces atouts, une part importante de notre population demeure exposée à l'insécurité alimentaire dans un contexte aggravé par les conflits, les déplacements des populations, les aléas climatiques et les fragilités économiques. Ce contraste entre l'immensité de notre potentiel et la persistance de telles vulnérabilités ne peut plus durer. Depuis le début de mon action à la tête de l'État, je porte la conviction que la transformation durable de la République démocratique du Congo passera aussi par la revanche du sol sur le sous-sol. Ce choix n'est ni rhétorique ni circonstanciel. Il procède de la vision que je porte pour notre pays, celle d'un Congo qui ne fonde pas sa prospérité uniquement sur l'extraction, mais également sur la production, la transformation, la création de valeur ajoutée locale et l'occupation intelligente de son territoire. C'est dans cet esprit que l'agriculture, la pêche, l'élevage et le développement rural occupent une place centrale dans nos priorités. Car derrière ces secteurs se jouent en réalité des questions décisives de stabilité sociale, d'aménagement du territoire, de sécurité, de justice économique et de dignité nationale. Mesdames et messieurs, nous devons néanmoins avoir le courage de regarder la réalité en face. La transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral demeure entravée par des contraintes structurelles majeures. Parmi celles-ci figurent l'insécurité persistante dans plusieurs territoires, les conflits fonciers et agro-pastoraux, la faiblesse des infrastructures de desserte, ainsi qu'une coordination encore insuffisante, souvent marquée par le chevauchement des interventions et le manque de cohérence des initiatives. À ces difficultés s'ajoute l'insuffisance des financements, l'accès limité aux intrants, aux technologies et aux services d'appui, la prévalence des maladies animales, les effets croissants du changement climatique, ainsi que le déficit d'encadrement structuré des producteurs et des coopératives. Le draft soumis à notre examen en dresse à juste titre un diagnostic sévère mais lucide. Il montre combien ces obstacles nourrissent la pauvreté rurale, accentuent l'exode vers les centres urbains, alimentent une urbanisation désordonnée et en définitive fragilise la cohésion sociale. C'est précisément pour répondre à ces défis que le gouvernement a engagé plusieurs initiatives structurantes. Je pense notamment au programme de transformation de l'agriculture, au programme national de développement agricole, à la relance des filières prioritaires, à la structuration des coopératives, à la promotion de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'aux efforts entrepris pour améliorer la gouvernance sectorielle et renforcer le capital humain. Je pense aussi au programme de développement local des 145 territoires que j'ai voulu comme un instrument concret de correction des inégalités territoriales et de transformation rurale durable des conditions de vie dans nos milieux ruraux. Comme le rappelle justement le draft, ce programme vise à rapprocher l'action publique des populations à travers la réalisation d'infrastructures
et la fourniture de services de base à l'échelle des territoires. Je pense également au projet d'aménagement des agropoles appelés à jouer un rôle dans la révolution agricole que nous voulons conduire. Il s'agit de structurer les bassins de production, soutenir la transformation locale, créer des emplois et mieux relier le monde rural au marché. Le déploiement progressif de ces agropoles, avec l'implication des provinces et des entités territoriales décentralisées, sera déterminant. Je pense enfin au couloir vert Kivu-Kinshasa, initiative majeure que nous avons lancée en 2025 et qui traduit une vision nouvelle de notre développement. Une vision dans laquelle la paix, la production, la cohésion nationale et la protection de notre patrimoine naturel avancent désormais d'un même pas. Ce projet ambitieux, adossé à la création de la plus vaste aire protégée communautaire au monde, ne répond pas seulement à un impératif environnemental, il porte une ambition plus profonde, transformer des espaces fragilisés par des conflits en territoires d'opportunités, d'activités légales et de prospérité durable. À travers ce couloir vert, nous faisons le choix de substituer à l'économie de la guerre une économie de la vie, du travail et de l'espérance. Il s'agit de protéger nos forêts, de restaurer les écosystèmes, de créer des emplois durables, de soutenir une agriculture responsable, de stimuler la transformation locale et de mieux relier les bassins de production à l'Est au grand marché de consommation de l'Ouest. Par les partenariats engagés, par les infrastructures sobres qui les accompagnent, par les chaînes logistiques, énergétiques et agro-industrielles qu'appelle le couloir vert, celui-ci incarne une conviction forte, à savoir, en République démocratique du Congo, la transition écologique peut et doit devenir un levier de stabilité, de souveraineté et de paix durable. Mesdames et messieurs, distingués participants, la transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral ne se heurte pas seulement à des défis techniques et financiers. Elle se heurte aussi, trop souvent, à des faiblesses de gouvernance, à des blocages institutionnels, à des rivalités de pouvoir, à une mauvaise articulation entre les niveaux de décision et parfois à une compréhension imparfaite de ce que signifie réellement la décentralisation dans un État unitaire. Je veux le dire avec gravité. La stabilité institutionnelle dans les provinces n'est pas un sujet périphérique. Elle est une condition du développement. Aucune politique agricole sérieuse ne peut prospérer dans un environnement marqué par des crises répétées entre gouvernements provinciaux et assemblées provinciales. Aucun investisseur, aucun partenaire, aucune communauté productive ne peut se projeter sereinement là où l'incertitude politique devient la règle, là où les conflits institutionnels paralysent l'action publique et là où les priorités varient au gré des calculs de circonstances. De la même manière, aucun développement rural durable ne peut naître dans un climat dominé par l'affrontement permanent, l'instabilité des équipes, la confusion des responsabilités ou la politisation excessive des mécanismes de contrôle. La décentralisation n'a jamais eu
pour vocation de faire des provinces des foyers de tension permanente. Elle n'a jamais eu pour objet de substituer aux exigences de bonne gouvernance des logiques de confrontation, de captation ou de blocage. Elle a été voulue pour rapprocher l'État du citoyen, pour adapter l'action publique aux réalités locales, pour responsabiliser les acteurs territoriaux et pour faire émerger dans chaque province des dynamiques de développement conformes aux potentialités propres, à leurs potentialités propres. J'attends donc de tous les acteurs provinciaux et de tout particulièrement des gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales qu'ils se montrent à la hauteur de cette responsabilité historique. Le contrôle parlementaire provincial est légitime. Il est nécessaire. Il est sain dans une démocratie. Mais il ne peut devenir un instrument de chantage politique ni d'instabilité chronique. Il ne peut être détourné de sa finalité pour servir des intérêts particuliers, des agendas personnels ou des équilibres précaires sans rapport avec l'intérêt général. De la même manière, l'autorité de l'exécutif provincial ne saurait s'exercer dans l'opacité, dans le mépris des textes et dans l'affaiblissement délibéré des mécanismes de redevabilité. Ce dont nos provinces ont besoin, ce n'est ni d'institutions paralysées, ni d'institutions rivales. Ce dont elles ont besoin, ce sont des institutions qui se respectent, qui coopèrent, qui se contrôlent mutuellement dans le cadre de la loi et qui gardent en toutes circonstances le souci supérieur des populations. Madame et Messieurs les gouverneurs, vous êtes au premier rang de cette exigence. Dans vos provinces respectives, vous êtes les pivots de l'action publique territoriale, les relais essentiels de la vision nationale et les garants de sa traduction concrète sur le terrain. Vous n'êtes pas seulement comptable d'une administration, vous êtes responsable d'une méthode, d'un climat de travail, d'une discipline de gouvernement et d'une capacité collective à produire des résultats. À l'échelle provinciale, vous êtes les facilitateurs entre le pouvoir central, les entités territoriales décentralisées, les communautés locales et les investisseurs. À ce titre, votre responsabilité est décisive. Être gouverneur, ce n'est pas seulement administrer le quotidien, c'est imprimer une direction, maintenir la cohésion, prévenir les crises, arbitrer avec discernement et protéger les intérêts de la province sans jamais les dissocier de ceux de la nation. C'est en définitive faire vivre la République jusque dans ses territoires les plus éloignés. C'est un sacerdoce. La transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral ne se décrète pas depuis Kinshasa. Elle se construit dans les provinces, dans les territoires, dans les chefferies, dans les secteurs et dans les villages, au contact direct des producteurs, des pêcheurs, des éleveurs, des coopératives, des PME rurales et des marchés de proximité. C'est pourquoi l'ambition agricole que nous portons aujourd'hui ne pourra se réaliser pleinement qu'à travers des exécutifs provinciaux stables, structurés et crédibles, capables d'inscrire leur action dans la durée et de la déployer avec constance en cohérence avec la vision que je porte pour la nation.
car le temps du développement n'est plus celui de l'agitation institutionnelle. Il exige de la continuité, de la lisibilité et de la constance. Je vous invite donc à faire de vos provinces non pas des espaces de conflit, mais des espaces de résultats. Non pas des théâtres de rivalité improductive, mais des laboratoires de solutions. Non pas des centres de consommation administrative, mais de véritables pôles de production, d'investissement et de transformation. Mesdames et messieurs, le développement rural ne se résume pas à produire davantage. Il suppose d'abord de mieux gouverner les territoires de production. Gouverner ici signifie sécuriser le foncier, désenclaver les bassins agricoles, lutter contre les tracasseries et les prélèvements illégaux, garantir un minimum de sécurité dans les zones de culture, de pêche et d'élevage, et créer un climat de confiance pour les producteurs, les commerçants, les coopératives, les transformateurs comme pour les investisseurs. Or, sur chacun des sujets, la province est un échelon décisif. C'est à ce niveau que se mesure très concrètement la crédibilité de l'action publique. C'est là que le citoyen voit si l'État agit réellement ou s'il s'efface. C'est là surtout que nos institutions doivent démontrer leur capacité à produire autre chose que des textes, des routes praticables, des marchés organisés, des zones de production sécurisées, des filières structurées, des recettes bien gérées et des services effectivement rendus aux populations. Voilà pourquoi je tiens à insister sur un point: il n'y aura pas de transformation agricole durable sans gouvernance provinciale exemplaire. Il n'y aura pas de développement rural solide sans discipline budgétaire. Il n'y aura pas de connexion efficace aux marchés urbains sans planification territoriale cohérente. Il n'y aura pas d'investissement soutenable sans sécurité juridique et institutionnelle, et il n'y aura pas de progrès réel tant que les ressources publiques continueront d'être dispersées, mal priorisées ou détournées de leur finalité première, qui est de servir le producteur et au-delà le citoyen. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, mesdames et messieurs, notre ambition est claire: mieux relier les territoires ruraux aux centres urbains, mieux intégrer la production locale aux chaînes de valeur, mieux connecter nos provinces aux marchés nationaux et régionaux, afin de faire émerger une économie plus équilibrée, plus inclusive et plus résiliente. Une telle ambition appelle des investissements soutenus dans les routes de desserte agricole, les capacités de stockage et de conservation. Nous devons sortir, partout où elles subsistent encore, des logiques de crise répétées, de blocages stériles et d'arrangements précaires. Nous devons faire prévaloir une culture de responsabilité, de continuité de l'État et de résultats mesurables. Nous devons surtout démontrer à notre peuple que les institutions provinciales peuvent être des instruments d'efficacité, de stabilité et de développement et non des foyers d'incertitude. Madame et Messieurs les gouverneurs, j'attends de vos travaux des recommandations précises, réalistes et courageuses. J'attends qu'elles portent non seulement sur la transformation des secteurs agricoles, halieutiques et pastorales, mais également sur les conditions institutionnelles, administratives et de gouvernance sans lesquelles cette transformation demeurera inachevée. J'attends enfin que chacun reparte d'ici avec une conscience renouvelée de sa responsabilité, car au fond, le sujet de cette session dépasse largement le seul cadre sectoriel. Il nous renvoie à une interrogation plus fondamentale. Quel type de gouvernance voulons-nous pour accompagner la transformation de la République? Voulons-nous
une gouvernance de l'agitation ou une gouvernance de la structuration? Voulons-nous des institutions en concurrence ou des institutions en complémentarité? Voulons-nous administrer la pénurie ou organiser la production? Voulons-nous subir nos contradictions ou bâtir méthodiquement notre souveraineté? Au fond, le choix qui est devant nous est simple. Soit nous continuons à subir nos contradictions, celles d'un pays riche, mais qui importe encore trop, celles d'un pays fertile, mais où la faim progresse encore, celle d'un pays jeune, mais où trop de bras demeurent sans emploi, soit nous décidons avec méthode, constance et discipline de faire de nos provinces de véritables pôles de production, d'échange et de prospérité. C'est ce second chemin que j'ai choisi pour la République démocratique du Congo. En effet, j'ai fait le choix de la stabilité, de la responsabilité et de l'action. Je veux des provinces qui produisent. Je veux des provinces qui inspirent confiance. Je veux des provinces qui coopèrent avec le pouvoir central dans un esprit républicain. Je veux des provinces qui deviennent, pour leur jeunesse, des espaces d'opportunité et d'avenir, et non des espaces d'impasse. Parce qu'en définitive, transformer l'agriculture, la pêche et l'élevage, ce n'est pas seulement développer des filières, c'est stabiliser les territoires, c'est renforcer l'unité nationale, c'est donner du concret à la décentralisation, c'est restaurer l'autorité utile de l'État, c'est créer de la richesse là où vivent nos populations, c'est faire reculer plutôt la dépendance, la pauvreté et la frustration. Enfin, c'est donner à la République démocratique du Congo les moyens de sa souveraineté. C'est sur cette conviction que je déclare ouverte la 13e session de la conférence des gouverneurs de province. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Justement, ce discours méritait un standing ovation. C'est un discours structuré, c'est un discours qui, en réalité, est révolutionnaire. Il rappelle les responsabilités des uns et des autres dans nos provinces. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et Président de la Conférence des gouverneurs des provinces, ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de la 13e session de la Conférence des gouverneurs, tenue dans la ville de Bandundu ce jour. Sur ce, nous vous prions de pouvoir nous vous libérer et que nous insistons, nous donnons aux participants que le programme se fera. Le programme va se poursuivre selon ce qui est prévu. Et pour ce soir, il y a un service repas qui sera servi aux conférenciers derrière le chapiteau. Le président de la République a prononcé un discours très structuré, un discours très interpellateur, un discours très responsabilisant, mais en même temps qui traduit la philosophie générale de la gouvernance Tshisekedi. Il demande aux gouverneurs, aux assemblées provinciales, mais surtout à tout responsable où qu'il se trouve, d'implémenter cette vision, de travailler à la transformation de l'agriculture. Mais comme le président de la République l'entend, la transformation de l'agriculture, des ressources halieutiques et des ressources pastorales résume toute la gouvernance. Il ne faudrait pas que le pays continue à subir ces contradictions. Un pays immensément riche avec une population très pauvre. Il faudrait que la population sente cette volonté, cette transformation et que le travail qui va être fait dans la transformation donne de l'emploi. Les bras des jeunes ont besoin de trouver les espaces pour l'expression de cette énergie. Guillaume Modimola est avec nous. Le président de la République a parlé, interpellant ainsi les gouverneurs, les assemblées provinciales, en tout cas chaque responsable à son niveau pour qu'il capte la vision et la traduise en acte. Ce discours est fort, c'est un discours apparemment révolutionnaire, c'est mon point de vue, parce qu'il a
à chaque moment a été interrompu par les applaudissements de ceux qui sont dans la salle. Autant il a parlé au gouverneur, autant il a parlé au président des assemblées provinciales. Il a rappelé que la décentralisation était un moyen pour rapprocher les gouvernés des gouvernants. Il ne faudrait pas que les provinces entretiennent un climat de tension entre les administrations, entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Il ne devrait pas y avoir ces contradictions qui en réalité freinent le développement. Les défis sont énormes, le président les a énumérés, mais il a fait le choix de transformer l'agriculture, mais par là, imprimer une gouvernance qui donne de l'emploi aux jeunes et donne un déclic au développement de la République. Oui, Edi Tchala, j'ai retenu un mot, une phrase clé où le président dit « L'autorité publique n'est pas un instrument de positionnement, mais un devoir exercé au service de la population. » Le président a insisté plusieurs fois dans son discours sur la population, le peuple. Vous voyez que le progrès social est au centre de son discours. Rapprocher le gouvernant des gouvernés, que les provinces soient les moteurs et les socles de développement.